Recording in progress. En direct sur l'île Mode. Bonjour à toutes et à tous ceux qui nous suivent en direct ou sur YouTube. On est très content de se retrouver avec le Rav Lifting, comme toutes les 2-3 semaines. Alors, on a annoncé comme titre l'immoralité du hanneton dans une optique juive. N'importe quoi. Ok, c'était une blague du Rav Kling, mais bon, j'ai pas compris son second degré. Donc, ne vous inquiétez pas, on va pas parler du dilemme moral du hanneton ce soir, mais on va parler d'un autre thème qui est Yosef, Yaakov et la génisse. Et question avant de commencer, pourquoi le thème de Yosef, il est tellement... je sais pas, j'ai l'impression que on adore cette histoire de Yosef. Et depuis qu'on est gosse et même quand on est grand, j'ai l'impression que à toute occasion, on parle de toute cette histoire. Est-ce que tu as une idée avant de peut-être commencer le cours, pourquoi ça intéresse tellement et les commentateurs et le public? Commençons par ça, par le fait que ça intéresse la Torah d'abord, puisque la Torah consacre un tiers du livre de Bereshit à la saga de Yosef. Donc, apparemment, si ça intéresse tellement la Torah, c'est qu'il y a quelque chose derrière. En fait, il y a dans cette histoire de Yosef, d'abord au niveau du Pshat, Pashut, c'est une histoire passionnante. Il n'y a pas tellement d'histoires comme ça où on peut en faire un film avec un vrai scénario et du suspense et des rebondissements. Et on se demande ce qui va se passer. Et puis il y a de la haine. On aime bien ça, en fait. Il y a de la haine. Et puis après, il y a de l'amour. Enfin, il y a beaucoup d'émotions. Le bonhomme, il pleure, mais il n'ose pas pleurer devant tout le monde. Il se cache pour pleurer. Enfin, il y a tout ça qui fait que le récit lui-même est un récit qui est poignant. Mais à part ça, se cache derrière tout ça un petit peu tous les ingrédients. C'est-à-dire que tout le monde comprend que en pointillé, à travers l'histoire de Yosef et de Yehuda, il se cache une histoire qui est beaucoup plus grande et qui transcende l'histoire des deux personnages, puisque nous savons très bien que dans l'histoire juive qui suivra, dans l'histoire d'Israël, les deux chefs finalement de la famille, Yosef et Yehuda, représentent chacun des, des manières de voir, des conceptions différentes du judaïsme, une question de pouvoir également, puisque à la mort de Shlomo, qui est de la tribu de Yehuda, il y a le fameux schisme en Israël, où il y a deux États juifs qui se créent et qui souvent vont s'affronter, et quelquefois vont être alliés. Euh, le royaume qu'on appelle d'Israël, le royaume de Yehuda. Le royaume de Yehuda, c'est le royaume de Yehuda, la tribu de Yehuda essentiellement. Et le royaume d'Israël, comme tout le monde sait, c'est essentiellement le royaume de Éphraïm, accessoirement de Ménaché, et des autres tribus qui sont des tribus satellites plus qu'autre chose. Mais les tribus importantes et au niveau du poids politique, diplomatique, militaire et au niveau également démographique, c'est la tribu de Éphraïm et de Ménaché qui sont les tribus de Yosef. Et donc, on retrouve euh, à travers l'histoire, on trouve cette confrontation entre les deux, entre Yehuda et Yosef. Et donc, on comprend tout ça quand on lit le texte. On comprend qu'il y a quelque chose qui dépasse de loin Yosef et Yehuda et qui, à part leur histoire personnelle, qui est une histoire, encore une fois, à la fois poignante et plein de rebondissements, etc., et de suspense également, en plus de ça. En plus de ça, nos sages ont eu l'excellente idée de couper les trois grandes parachutes qui en parlent, exactement au moment où le suspense est le plus important. Et donc, d'une semaine à l'autre, on attend de savoir qu'est-ce qui s'est passé alors qu'on connaît l'histoire depuis longtemps. Et puis, il y a également, à l'intérieur de cette histoire-là, il y a beaucoup de points d'interrogation également. Je crois qu'on en a parlé à une occasion. Le grand point d'interrogation, c'est à quel jeu Yosef joue-t-il, ce qui n'est jamais écrit de manière explicite. Et on se demande un petit peu qu'est-ce qu'il recherche, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Enfin bon, il y a tous les ingrédients pour que l'histoire soit une histoire passionnante qui nous intéresse régulièrement chaque année et d'une année à l'autre également, et entre les années. Et puis bon, il y a souvent dans la Torah, les personnages ont l'air de personnages trop distants par rapport à nous, dans les deux sens, et dans le sens du bien et dans le sens du moins bien. Et ici, ce sont des personnages à qui on peut facilement s'identifier. On comprend très bien la jalousie des frères de Yosef, on comprend comment est-ce que Yosef essaye de se rapprocher. Tout ce qui concerne les relations fraternelles, ça nous touche chacun d'entre nous. On a tous eu notre manière de vivre le problème
des relations entre frères, et ces sentiments de jalousie, de haine, de pitié, de pardon, de responsabilité, de non-responsabilité, de fuite devant la responsabilité, etc. Ça sont des choses qui nous concernent chacun d'entre nous. Donc, c'est pour répondre rapidement à ta question. Rapidement, je ne sais pas si c'était tellement rapide d'ailleurs. Total. Et donc, tu vas Ouais, nous alors à parler part ça, de... Ouais. Donc, tu veux nous parler ce soir de Yosef, Yaakov et la génisse. C'est le thème que tu as choisi. Ouais. Alors, contrairement à ce que ce jeune homme vous a mis sur le groupe, je vais pas parler de Johan Ton, c'était une blague. Il faut comprendre quelque chose. Johan n'arrête pas, quand il me dit, alors il y aura cours dimanche soir, je dis, bah oui, il y aura cours dimanche soir. Alors la question suivante, c'est quel est le thème? Et moi, j'ai pas les thèmes en tête. C'est-à-dire, c'est au fur et à mesure que les choses avancent, que je pense que je réfléchis à des trucs, etc. Mais comme lui, il arrête pas de me dire, alors le thème, alors le thème, alors le thème, alors je lui ai dit l'immortalité du hanneton dans une optique juive, qui est évidemment une grosse blague, en fait. Ça n'a rien à voir. Le hanneton, en plus, paraît-il, c'est un insecte qui vit très peu de temps. Donc, l'immortalité du hanneton, ça ne veut rien dire. Et dans une optique juive, ça veut dire encore moins, évidemment. Et je pensais qu'il avait compris la blague. Mais non, ce jeune homme a pris ça au premier degré. Il vous a balancé le titre comme si j'en ai parlé réellement du hanneton dans une optique juive. Évidemment, c'est pas exactement le sujet. Donc, en fait, tout ceci étant posé, parlons donc de Yosef et de la génisse. Pourquoi de la génisse? Eh bien, c'est l'histoire d'un midrash qui a eu beaucoup de chance, comme beaucoup de midrashim, puisque il a été cité par Rashi. Vous savez que les midrashim, il y en a plein, il y en a des milliers de midrashim différents dans les différents textes de midrashim, des recueils de midrashim, les plus connus étant le midrash Rabbah, le midrash Tanchuma, mais il y en a d'autres également. Il y a des midrashim de Halacha, des midrashim de Haggadah, on les appelle par toutes sortes de noms un petit peu savants, comme la Mechilta, etc., etc. Et ces midrashim-là, qui sont donc extrêmement nombreux, qui font partie de ce qu'on appelle plus généralement la Torah Sheba'al Peh, la loi orale, bien, Rashi les avait tous en face de lui quand il a écrit son commentaire. La plupart des midrashim, qui sont tous antérieurs à Rashi, et on sait aujourd'hui qu'ils les avaient tous, ou pratiquement tous. Il y a quelques discussions sur quelques midrashim un peu rares qui peut-être étaient inconnus de Rashi. Mais sinon, la plupart, les 90%, ils les connaissaient. Et donc, le grand travail de Rashi, ça a été de dire qu'est-ce que je fais avec ces midrashim? Est-ce que je les utilise dans mon commentaire ou est-ce que je les utilise pas dans mon commentaire? Comme vous le savez, Rashi n'a pas écrit d'introduction à son commentaire, ce qui le différencie des grands commentateurs classiques du Moyen Âge. Lui, il fait pas l'introduction, il dit pas comment est-ce que je vais écrire mon commentaire, sur quelles questions essentielles et quelles sont les méthodes surtout. On ne connaît pas la méthodologie de Rachid. Simplement, à l'intérieur de ses commentaires, justement, alors qu'il n'a pas fait l'introduction, alors de temps en temps, il glisse quelque chose qui nous éclaire sur sa méthodologie. Par exemple, dans le fameux chapitre 3 de Bereshit, au verset 8, Rachid parle justement des Midrashim et du sort qu'il compte leur donner. Et il dit la chose suivante, il dit, moi, t'attends pas à des Midrashim avec moi, Manilo Bati là, les pshuto chez Mikra, moi je suis venu que pour expliquer le sens premier du texte, le sens obvi du texte, c'est ça qui m'intéresse. Et si jamais tu verras de temps en temps des Midrashim Agada, des Midrashim, Vela Agada, alors c'est uniquement Hameyashevet, d'ivrei Hamikra, c'est uniquement le genre de Haggadot, le genre de Midrashim qui me permet de régler des problèmes dans le texte. Et non pas des Midrashim qui sont là uniquement avec des guillemets, bien sûr, c'est un but légitime. Enfin, ils sont là uniquement pour enrichir le texte, pour apprendre un enseignement du texte, sans obligatoirement comme il dirait de temps en temps, Mikra Omer Darsheni, sans obligatoirement être nécessaire pour comprendre le sens premier du texte. En effet, on divise les midrashim, comme vous le savez, en plusieurs catégories, suivant l'intention du darshan, l'intention de celui qui les a écrites. Il y a les midrashim qui viennent pour apprendre un enseignement. Donc, le midrash, c'est toujours un enseignement de la loi orale qui est basé sur des versets. C'est en ça qu'il se différencie de la Mishnah, qui est l'autre manière d'apprendre la loi orale. La Mishnah, c'est par thème, comme vous le savez. Donc, il y a des Zdarim, il y a des Sidré Mishnah, il y a des grands ordres de Mishnayot qui eux-mêmes sont divisés en plusieurs masertot, en plusieurs traités. Chaque traité il a un sujet bien déterminé.
ça peut être le Shabbat, ça peut être Sukkot, ça peut être le divorce, ça peut être je ne sais pas quoi. Cette manière d'enseigner la Torah Sheba'al Peh, qu'on appelle la Mishnah, c'est donc par thème. Alors que le Midrash se différencie de la méthode de Mishnah en ce qu'il suit plutôt l'ordre des versets. Un Midrash, c'est toujours à partir d'un verset de la Torah. Mais à l'intérieur des Midrashim, vous avez plusieurs catégories. Il y a des Midrashim qui viennent parce qu'ils viennent résoudre un problème posé par le verset, ce que Rashi appelle Haggadah, mais Yashev et Divra Mikra. On les appelle chez les spécialistes, ou si vous voulez, chez ceux de l'académie qui s'occupent de ce genre de choses, on les appelle les Midrashim Mefarshim, les Midrashim dont le but est de résoudre un problème. Et puis à côté de ça, vous avez des Midrashim qu'on appelle Mechanchim, les Midrashim qui sont là pour nous enseigner un enseignement éducatif. On appelle ça Midrashim éducatif. Mais pas parce que le verset est problématique. Le verset n'est pas problématique. Un exemple d'un Midrash Mechaner que vous ne trouverez certainement pas dans Rashi, même s'il est important lui-même. Vous comprenez, Rashi, il annonce donc la méthode, il dit, moi, les Midrashim, ça ne m'intéresse pas dans le cadre de mon commentaire de texte, si ce n'est les Midrashim qui viennent pour régler les problèmes que le texte pose. Mais sinon, non, si c'est juste des Midrashim qui se basent sur un verset pour pouvoir apporter un enseignement, même si le verset se comprend en lui-même, ça ne m'intéresse pas. Cette catégorie de Midrashim, vous ne les trouverez pas chez moi. Comme ça, annonce Rashi. Après, bon, entre les commentateurs de Rashi, il se pose évidemment la question de savoir est-ce que Rashi a été fidèle à cette méthodologie qu'il annonce lui-même dans ce fameux commentaire du chapitre 3, verset 8. Mais je vous donne un exemple, si vous voulez, d'un midrash, qui est un midrash métaner. Le verset dira à un moment dans Bereshit, Lotov heyot adam levado, il n'est pas bon que l'homme soit seul, et c'est l'Oeser Kanekdo, je vais lui faire une compagne à vis-à-vis, c'est Dieu qui parle avant la création de Chava, avant la création de la femme. C'est un verset qui n'a absolument rien de compliqué, c'est-à-dire au niveau grammatical, au niveau de la syntaxe, au niveau tout ce que vous voulez, tout est parfait, il y a rien à dire là-dessus, pas un problème à résoudre. Mais le Midrash se sert de ce verset pour faire l'apologie du mariage, en racontant que si l'homme n'est pas marié, ben, il vaut pas grand-chose, il n'a pas de bracha, il n'a pas de shalom, il n'a pas de shlimut, il n'a pas de je sais pas quoi, parce qu'il écrit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce genre de midrashim, c'est un midrash qui se base sur un verset pour nous amener un enseignement moral ou de conduite, etc. Rachid dira, ça m'intéresse pas. Ces midrashim sont peut-être très intéressants en eux-mêmes, mais pas en tant que commentaire de texte. Moi, pour le commentaire de texte, il n'a qu'un seul but, de rendre le verset facile à comprendre et donc doter tous les problèmes que le verset risque de poser de quelque ordre que cela soit. Si j'y arrive tout seul sans midrash, je le fais sans midrash. Si j'ai besoin d'un midrash, ce serait uniquement pour ça, pour résoudre les problèmes. Ça ne veut pas dire que Rashi, évidemment, dans le cadre de, je sais pas, de son chapeau de Rosh Yeshiva, de celui qui donnait des cours à la Yeshiva à Troyes, alors il est évident qu'il utilisait les midrashim également pour faire ce qu'on appelle du moussard, pour raconter à ses élèves ce qu'il avait envie de raconter, mais pas en tant que commentateur de texte. En tant qu'exégète, Rashi ne s'occupe que de ces midrashim qui viennent régler les problèmes. Pourquoi je raconte tout ça? Ben, juste simplement pour vous dire que les midrashim se divisent en deux, ceux qui ont la chance d'être cités par Rashi et ceux qui n'ont pas la chance d'être cités par Rashi. Les premiers, on les connaît parce qu'on les a vus dans Rashi. Et les autres, ceux qui n'ont pas, comme but dans la vie de lire les midrashim avant de se coucher, de prendre le livre de midrash et de regarder ce qu'il y a dedans, ils passent à côté, ils ne connaissent pas tous ces enseignements particulièrement importants. Mais même dans le cas des midrashim qui viennent résoudre les problèmes, ça ne veut pas dire que Rashi les citera tous. Il fait une grande sélection. Il prend ceux qui pensent que c'est vraiment le midrash qui vient juste au bon moment. Alors, cette grande introduction était terminée. De quoi je voulais vous parler? Ben, d'un midrash, justement, qui se trouve dans la paracha qu'on vient de lire hier, le paracha de Vaïgash. Et le pasuk dit la chose suivante. Lorsque les frères de Yosef rentrent en Égypte, après avoir accusé le coup, après le dénouement de l'histoire, après que Yosef se soit dévoilé à eux en leur disant je suis Yosef, hein, ils retournent donc en Canaan, ils retournent chez eux dans le but, de raconter à leur père qui n'a pas arrêté de porter le deuil depuis des années sur son fils qu'il pensait mort,
un, de lui annoncer la bonne nouvelle, que Yosef est toujours vivant, deux, que non seulement il est vivant, mais c'est le vice-roi d'Égypte, et que trois, il les invite tous à venir en Égypte, à s'installer dans le territoire de Goshen, en tout cas jusqu'à ce que la famine se termine, et peut-être plus également. Et donc, on n'aura plus à se préoccuper des problèmes de famine qui n'arrêtent pas, cette famine qui va durer, comme on le sait, pendant 7 années entières, et c'est pas évident de vivre dans ces conditions-là. Ils n'ont plus de quoi manger, et donc, voilà, l'invitation de Yosef. Et ils rentrent, donc les frères de Yosef rentrent à la maison, retrouvent donc Yaakov, le vieux patriarche, et lui raconte tout ça. Et la première réaction de Yaakov, c'est j'y crois pas. Il est incrédule, il n'y croit pas. Il dit c'est pas possible ce que vous me racontez là. Alors je vous lis le texte. Ça se trouve donc dans la paracha qu'on a lu, hein, paracha Vaïgash, au chapitre 44, il nous dit. Ouais, d'accord, ok. Et au verset 25. Voilà, alors je lis en même temps que vous. Vayalou Mitzraïm, donc ils quittèrent donc l'Égypte. Vayavo Eretz Kenaan, ils arrivent chez eux. El Yaakov Aviem, ils retrouvent leur père Yaakov. Vayagidou Lolemo, Od Yosef Chaim. Et ils leur annoncent, tout joyeux, je suppose, Od Yosef Chaim, Yosef est encore vivant. Vechi ou Moshel, Bechol Eretz Mitzraïm, c'est celui qui gouverne toute l'Égypte. Vayafog Libo, Kilo He'emin Lahem. Et la réaction de Yaakov, c'est j'y crois pas. Vayafog Libo, ça veut dire il a eu un coup de cœur, vous voyez. Kilo He'emin Lahem, il n'a pas cru, c'est pas possible. Vaïdaberu, n'oubliez pas que lui pensait que Yosef était mort, dévoré. Vous vous rappelez l'histoire de la mise en scène avec la kétonnette. Donc, ça rend évidemment d'autant plus compliqué la version qu'il est toujours vivant. Vaïdaberu Elav, et kol divrei Yosef asher diber lahem. Et alors, pour le convaincre, il raconte à Yaakov tout ce que Yosef leur a dit, asher diber alehem, tout ce qu'il leur avait raconté. Bayareta agalot, asher shalach Yosef laset oto. Et alors, il voit les agalot que Yosef lui avait envoyé pour le porter, pour le transporter en Égypte. Vatechi ruach Yaakov vient, et l'esprit de Yaakov lui est revenu, ce que nos sages expliquent par, au niveau de la lecture simple du verset, ça veut dire qu'il a revu tout simplement. Il ne vivait pas, il vivait biologiquement, mais il vivait pas réellement. Il avait perdu sa joie de vivre depuis on a appris que Yosef était mort. Et là, il revit. Ça, c'est au niveau simple. Au niveau un peu plus profond, Techi Ruach Yaakov Aviem, il retrouve cette capacité à voir l'avenir également, ou à comprendre des choses que le commun des mortels ne comprend pas, ce qu'on appelle le Ruach HaKodesh, cette aptitude à la prophétie, c'est-à-dire à recevoir la parole divine. Et en effet, Dieu ne parle pas à Yaakov, il n'est pas écrit que Vayomer Hashem, Vaïdaber Hashem à Yaakov, ça fait longtemps que Dieu n'apparaît pas à Yaakov. Mais il y a un problème avec le. Avec quoi? Il y a un problème avec quoi? Ah, avec la référence? Ouais, il me semblait aussi que c'est 45. Ouais. Ouais. Donc, en tout cas, tout ça. Voilà, donc c'est le 45. Ouais, c'est le 45. Euh, ok. Toujours est-il que il n'y a pas eu cette prophétie. Jacob a perdu la prophétie. Et ça, c'est la deuxième lecture de ce texte. Les deux lectures sont évidemment pas contradictoires. Tu peux pas être Navi si tu es dans la déprime tout le temps. Pour pouvoir prophétiser, il faut être apte à une joie, à une volonté de vivre, à donner un sens à ta vie, etc. Donc, un homme déprimé est un homme qui peut pas être prophète. Il peut pas recevoir la parole divine, et c'est ce qui est arrivé à Jacob pendant toutes ces années-là. Mais là, voilà que il apprend que Yosef est toujours vivant, et va t'écrire, voir Jacob. Voilà donc les versets qui semblent assez simples, sauf qu'il nous pose la question, se pose la question, qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, entre le verset 26 et le verset 27, Yaakov finit par y croire. Au début, il n'y croit pas, puis après, il y croit.
dans le verset lui-même, il semblerait que les fameuses agalotes ont joué un rôle important. Alors, qu'est-ce que c'est que ces agalotes? Eh bien, ce sont les chariots que Pharaon avait donnés à Yosef, justement, pour permettre le déménagement, pour permettre à Yaakov et à sa famille. Il ne s'agit pas seulement de déménager Yaakov tout seul, il s'agit de déménager Yaakov avec ses enfants, avec ses petits-enfants, avec les femmes, etc. Donc, en fait, il faut amener tout ça de Canaan en Égypte, et ça, il faut des cartons, hein, il faut des cartons et il faut les mettre. Donc, il faut ce qu'on appelle des agalotes. Et donc, c'est Pharaon qui a apporté les différentes agalotes. C'est lui qui les a proposées. C'est-à-dire, dans les versets précédents, on le dit à plusieurs reprises, que c'est, par exemple, je vous dis le verset 19, donc quelques versets avant celui que vous avez sous les yeux, c'est Pharaon qui parle à Yosef, il dit, Vatsu beta zot asu, et voilà, t'as qu'à leur dire que ça vient de moi, sous bêta, je t'ai donné un ordre, je t'ai donné une indication à suivre. Voilà ce que vous allez faire. Vous allez prendre de l'Égypte va mettre ça à votre disposition, des agalot, donc ces fameux chariots, les tapechem, les nechechem, pour mettre vos femmes et vos enfants, etc. Et vous amènerez votre père. Il s'est écrit à plusieurs reprises que ça vient de Pharaon. Par exemple, au verset 21, un peu après, Vayasouchen ben Israël, les enfants d'Israël ont fait comme ça. Vaïten Yosef Agalot, Alpi Paro. Et les Agalot que Yosef leur a donné, c'est d'après les indications, l'ordre reçu par Pharaon lui-même. Donc, c'est Pharaon qui donne ces fameuses agalotes, et il semblerait, d'après le texte que vous avez sous les yeux, que c'est à la vue de ces agalotes que Yaakov a finalement accepté l'idée que Yosef était en effet vivant, et le récit, comme ont fait les frères, est devenu quelque chose de vraisemblable. Et on se pose la question, évidemment, pourquoi? Alors, je vous dis ce que dit Rashi. Alors, vous connaissez ce midrash, je suppose. C'est le fameux midrash des Hagalot. Et c'est un jeu de mots entre les Hagalot, qui sont les chariots, et la Egla, qui s'écrit exactement de la même façon. Mais Egla, ça veut dire une génisse. Je suppose que les chariots s'appellent Agala parce que ça vient de Egla, justement, et que les fameux chariots de l'époque étaient tirés par des génisses ou par des vaches ou par je sais pas quoi. Et donc, du coup, le terme Egla, qui signifie génisse, la femelle du Hegel, du veau, c'est devenu par extension la Agala, le chariot. C'est d'ailleurs, et ça Yosef ne le sait pas encore, mais c'est devenu également la Agala du supermarché dans lequel vous faites vos courses. Hein. Comment on dit ça en français déjà? Le caddie. Le caddie, je crois que c'est un nom propre, non? C'est pas. Enfin bref. Aujourd'hui, quand un Israélien fait ses courses, il met ça dans la Haggadah. Ouais. Bon. L'origine, donc, la Haggadah, c'est en effet ce que les chariots de l'époque, tirés par des églottes. Et Rashi, on va le dire ensemble, Rashi dit Et kol divrei Yosef. Il a donc entendu tout ce que eux, ils ont rapporté tout ce que Yosef leur a dit. Siman Masa lahem, donc c'est un midrash, hein. Siman Masalem, il leur a donné un siman, parce qu'il s'est sans doute imaginé, Yosef, que son père a du mal à croire à cette histoire, et donc il a voulu lui donner un signe, une complicité entre les deux, Siman Masalem, que Yosef pouvait connaître. Et donc à partir du moment où Yaakov s'aperçoit de ce signe, alors il n'a plus de doute, c'est bien Yosef qui a parlé. Siman Masalem, il a donné un signe. Mameh Haya Osek, de quoi donc s'occupait-il? Et chez Piresh Mimeno, lorsqu'ils se sont séparés. Donc, juste avant que Jacob ne dise à Yosef, il y a maintenant plusieurs bonnes années, lorsqu'il avait uniquement 17 ans, lorsqu'il lui a dit va voir ce qui se passe avec tes frères là-bas à Shrem, ils sont allés faire paître les troupeaux, ils sont toujours pas revenus, va voir un petit peu ce qui se passe. Eh bien, nous dit le Midrash, ils étaient en train de discuter entre eux de la paracha de Egla Arufa, la génisse qu'on tue par le Oref, c'est-à-dire par la nuque. Eglaroufa, c'est une cérémonie que l'on fait et dont nous parle la Torah dans le livre de Devarim, une cérémonie que l'on fait lorsque il y a un meurtre qui est commis, etc. Beparashat Eglaroufa. Zéo Sheneemar, et c'est pour ça que c'est écrit Vayar et
Agalot, Asher Shalach Yosef, il a vu donc les fameuses charrettes, les fameuses carrioles que Yosef avait envoyées. Et Rachid de souligner, tu vois, il a écrit que Yosef avait envoyé, alors que tout le monde sait que c'est Pharaon qui les a envoyés. Mais l'on est marre à chercher à la paro, et pourtant, c'est pas écrit que Pharaon leur avait envoyé. Et de là tire Rachid, et le Midrash avant lui, l'idée que il y a quelque chose de complicité derrière ces agalotes entre Yosef et Yaakov. Les agalotes servent de signe pour Yaakov que c'est bien Yosef qui parle en lui rappelant que c'est de ça qu'il s'agissait lorsqu'ils se sont séparés la dernière fois. Ils étaient en train d'étudier la paracha de la Egla à Arufa. En quoi est-ce qu'en voyant des aglottes, il se rappelle de Egla Arufa? C'est un peu difficile à comprendre. Euh, je suppose que le jeu de mots Agala, Egla ne lui a pas sauté au visage tout de suite. Mais vous remarquez que Rachid met l'accent ici également sur les paroles que Yosef a dit aux frères. Donc je suppose que c'est pas réellement uniquement les chariots, mais c'est que Yosef a dû leur dire, dites-lui qu'on parlait de la Egla Haroufa. Dites-lui à travers ces glottes qu'on est en train de parler de la Egla Haroufa. Et là, vous verrez qu'il vous croira parce qu'il n'y a que moi qui peux savoir que c'est vraiment de ça que l'on parlait. D'ailleurs, ce qui vous explique, je ne sais pas si Yoann peut remettre encore une fois le Rashi, euh, curieusement, Rashi, quand il donne son explication, le Dibur Amatril, ce qu'on appelle en hébreu le Dibur Amatril, le Dibur Amatril, c'est le texte de la Torah cité qu'ensuite Rachid va expliquer. Il y a toujours une différence entre, dans un commentaire quelconque, Rachid comme les autres, entre le Dibur Amatril, vous voyez que ici chez Yohan, il est mis entre guillemets tout simplement. Dans les textes habituels de Rachid, il y a un point ou il y a deux points juste après pour qu'on sache que là s'arrête le texte cité et à partir de là commence le commentaire de Rachid sur le texte en question. On appelle ça en hébreu le Dibur Amatril, la partie, la locution, l'expression, le mot ou la phrase tirée de la Torah sur laquelle Rachid va donner son explication. Or, curieusement, le Dibur Amatri ici, c'est Et Kol Divrei Yosef. C'est-à-dire, ils ont rapporté tout ce que Yosef leur a dit. Et Kol Divrei Yosef. Or, il aurait dû normalement plutôt mettre comme Dibur Amatri, va et Aglot. Il a vu les chariots, ou alors Asher Shalach Yosef, que Yosef avait envoyé. Mais je pense que s'il met Et Kol Divrei Yosef, c'est là-dessus que Rachid donne son commentaire, c'est qu'il y avait, à part les galottes en question, il y avait certainement un message oral qui a été transmis en même temps. Yosef a dû leur dire, dis-lui, dis-lui les mots magiques, Egla Haroufa, et tu verras qu'il comprendra que c'est vraiment. Voilà, si vous voulez, au niveau technique de Midrash. Pourquoi est-ce que Rachid rapporte ce Midrash-là plutôt qu'un autre? Qu'est-ce que ce Midrash permet à Rachid de faire? D'abord, il y a oui un problème dans le verset que Rachid essaie d'expliquer. Donc, ce Midrash fait quand même partie de la catégorie que nous avons définie il y a un instant comme étant le Midrash explicateur, le Midrash qui vient résoudre les problèmes du verset, et non pas obligatoirement un Midrash méchaner, un Midrash qui vient raconter une belle idée. Puisque ici, le problème, c'est qu'il y a écrit dans le verset Asher Shalach Yosef, que Yosef a envoyé, alors que quelques versets avant, on voit bien que c'est Pharaon qui a envoyé. Donc, il y a le problème, c'est la contradiction qu'il y a entre Asher Shalach Yosef, alors qu'il y a, c'est Rachid lui-même qui le dit, alors qu'il aurait dû écrire Asher Shalach Pharaon. Et donc, ce Midrash permet de résoudre ce problème. C'est en effet Yosef. C'est peut-être pas Yosef qui a envoyé les chariots, ça d'accord, mais c'est Yosef qui a fait passer le message qui a accompagné l'envoi des chariots, le message oral qui est de dire Egla Haroufa, le code, si vous voulez, qui va permettre, le code magique qui va permettre à Jacob de dire ah bah oui, alors c'est bien lui. Okay, donc, premièrement, c'est un midrash qui est un midrash mefaresh, un midrash qui permet à Rashi de résoudre un problème qui se trouve dans le texte. Ok, très bien. Mais derrière tout ça, il y a évidemment beaucoup plus. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Où Yosef et Yaakov, en quoi c'est important de nous raconter que Yosef et Yaakov discutaient avant que Yosef ne parte, il y a donc très très longtemps, discuter de Egla Ufa. Qu'est-ce que ça vient nous rapporter?
rajouté sur l'histoire de Yosef et de ses frères, que justement, il parlait de la Glarofa. Et puis, s'ils étudiaient vraiment la Glarofa, je vous passe sur le problème de comment est-ce que nos patriarches ont pu étudier des passages de la Torah qui ne seront écrits que plus tard. Et vous savez que c'est basé sur d'autres midrashim qui, eux, pensent que, sans doute par Ruach HaKodesh ou d'une autre manière, il y a un certain nombre de textes de halachot de la Torah qui nous seront connus à nous seulement bien plus tard avec Moshe Rabbeinu, mais qui étaient déjà connus à l'époque des patriarches par Ruach HaKodesh, mais c'est bien, certains disent même toute la Torah, etc. Donc c'est basé également évidemment sur ce genre de midrashim, mais c'est pas des midrashim qui sont anodins, c'est-à-dire que ils auraient pu étudier évidemment un autre texte. En quoi c'est tellement important de savoir quel texte ils ont étudié, et puis pourquoi c'est ce texte-là qui est choisi ensuite par Yosef pour faire passer le message à Yaakov. D'abord, évidemment, c'est le message qui dit, voilà, c'est pour te prouver que c'est bien moi qui parle. Ok, mais comment se fait-il? Pourquoi c'est tellement important pour nous de savoir que c'est justement ce passage de la Torah parmi les 1001 passages que la Torah contient? Pourquoi c'est justement ce passage-là qu'ils étaient en train d'étudier et qui va permettre à Yosef de renouer le premier contact avec son père après tant d'années? Qu'est-ce qui se cache derrière la Hégla au fin? Et en quoi est-elle, si vous voulez, en quoi est-elle liée, cette paracha de la Glaroufa, à l'affaire Yosef en général? Voilà, c'est ça qui m'a plus ou moins intéressé et donc dont je vous entretiens maintenant. Mais encore une fois, il y a pas de réponse officielle à cette question. Il y a quel rapport entre la Glaroufa et l'affaire Yosef? Et donc, ce que je vais vous dire, ça n'engage que moi. Et puis, vous pouvez être d'accord avec moi, vous pouvez ne pas être d'accord, c'est évidemment tout à fait légitime. Alors, pour savoir ce que la paracha de la Glaroufa a à voir avec l'affaire Yosef, il faut évidemment ouvrir la paracha de la Eglarofa et voir ce qui nous raconte. Attendez, il y a un commentaire là. Il vient de passer le commentaire. J'essaie de le retrouver. Attendez voir. Commentaire. Qu'est-ce qu'il dit d'important? Comment l'auteur du Midrash peut-il savoir ce qu'étudie vite? Oui, ça c'est une excellente question. Ça, c'est une excellente question. Oui, comment est-ce que l'auteur du Midrash peut savoir ce qu'étudie véritablement Yaakov et Yosef? Mais bon, cette question concernant les sources du Midrash, il est évident qu'elle ne se pose pas seulement pour ce Midrash-là, elle se pose pour la plupart des Midrashim. Comment est-ce que l'auteur du Midrash sait tout ça? Alors, la réponse la plus simple, c'est parce que ça fait partie de ce qu'on appelle la loi orale, c'est-à-dire une tradition qui nous a été donnée depuis l'époque de Moshe, qui a été transmise de génération en génération. C'est le principe même de la loi orale. Et donc, c'est pas obligatoirement lui qui l'a inventé. Première possibilité de réponse. Deuxième possibilité de réponse, quelquefois, les auteurs des Midrashim sont vraiment les auteurs des Midrashim. C'est pas quelque chose qu'ils ont reçu de leur maître, mais c'est quelque chose que eux-mêmes prétendent savoir, sans qu'obligatoirement ils prétendent détenir une vérité historique. Ça, il faut bien comprendre. Et ils se servent de ça, c'est un message codé. Et voilà, sache qu'ils ont étudié Egla Arufa, non pas parce qu'il est persuadé qu'ils ont vraiment étudié Egla Arufa, il n'était pas présent à ce moment-là, peut-être qu'il ne le sait pas lui-même, et peut-être qu'il n'a même pas reçu un enseignement oral de ce côté-là, mais c'est un petit peu si l'auteur du Midrash disait, je ne sais pas s'ils ont étudié, qu'est-ce qu'ils ont étudié, mais ils auraient dû étudier la Eglarofa. Ça aurait été très bien s'ils avaient étudié ça, parce que ça nous permet de comprendre un certain nombre de choses. Et donc, contrairement à ce qu'on fait d'habitude, c'est pas, la question n'est pas quelle était la source du darshan, de celui qui a donné le Midrash, la question est qu'est-ce que le darshan veut nous enseigner en disant ce qu'il dit. C'est une manière qu'il a de nous faire passer justement des messages importants. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Attendez voir. Donc, aujourd'hui, vous êtes prolixe au niveau des commentateurs, des commentaires. On ne peut pas passer à côté de l'interprétation de Manitou qui voyait dans Egla, Galoud. Ok, bah, peut-être qu'on va y arriver, peut-être qu'on ne va pas y arriver. En tout cas, je vous dis ce que moi, les réflexions auxquelles ce Midrash m'a amené. Alors, la Egla Rufa, qu'est-ce que c'est et quels sont les messages essentiels de la Egla Rufa? À quoi elle sert cette fameuse cérémonie? Bon, je suppose que tout le monde connaît plus ou moins l'histoire. Il s'agit d'abord, ça se trouve dans le livre de Devarim, au chapitre 21, et là-bas, il écrit la chose suivante. Ki al ba'adama, asher Hashem Elokecha notenecha lerishta. Si un jour tu trouves un cadavre dans le pays que je t'ai donné en héritage, Nofel Basadeh qui tombe dans le champ,
l'onara miikaou, et tu sais pas qui l'a tué. Il me semble d'ailleurs que on en a parlé également dans ce cadre-là de cette fameuse Eglarofa à un moment ou à un autre, je ne sais plus exactement il y a combien de temps. On en a parlé également. Euh, en fait, les messages les plus importants de la Eglarofa, on a certainement parlé à l'époque. Je vais en redire ici deux et peut-être j'en ajouterai un troisième qui me semble être important pour comprendre le rapport avec l'histoire de Yosef. En tout cas, donc, si jamais on trouve un cadavre, mais un cadavre, attention, pas un type qui a une crise cardiaque, hein, un cadavre, tu vois très bien que c'est un crime, c'est quelqu'un qui l'a tué. Halal, hein, le type a été tué, sauf que l'enquête ne donne strictement rien, donc les flics sont arrivés, ils ont fait leur enquête, etc. Rien, pas un début de commencement de fil pour comprendre qui est l'assassin, et même, pour dire la vérité, on ne sait même plus exactement qui est la victime. En fait, c'est un truc un peu mystérieux et on ne sait pas comment régler le problème. Alors, en général, dans les commissariats, quand tu commences une enquête sur un crime et tu n'arrives pas, au bout de quelques temps, tu n'arrives pas à avoir ni des témoins, ni d'arriver à savoir quel est le motif du crime, etc., bah, qu'est-ce que tu fais? Tu places l'affaire et on n'en parle plus. Et c'est là que vient le chidouche de la Rofa. La Torah nous dit non, 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 placez pas l'affaire. Alors, il faut savoir que c'est un truc qui se passe uniquement lorsque la victime se trouve dans un champ entre deux villes et non pas dans une ville. Si ça se trouve près de chez toi, dans ton quartier, etc., non, on ne fait pas la Glaoufa. La Glaoufa, on fait seulement lorsque ça se trouve dans un champ entre deux villes. Le champ étant considéré comme un endroit qui n'appartient ni à la première ville ni à la deuxième. À l'époque de laquelle je vous parle, les terrains qui appartenaient aux États, ben, justement, n'appartenaient pas aux États. C'est-à-dire, soit le terrain appartient à un tel, soit il appartient à un tel, soit à la rigueur à la ville. La ville est responsable de gérer le territoire de sa municipalité, si vous voulez. Mais entre une ville et une autre, les terrains sont hefker, c'est-à-dire ils appartiennent à tout le monde ou à personne. C'est pas de la propriété privée. De nos jours, ça n'existe pas. Un terrain appartient toujours à quelqu'un. Si ce n'est pas à quelqu'un de privé, ben, ça appartient à l'État en tant qu'État. Ensuite, on devait faire venir des shoftim, des juges, qui venaient sur place pour justement vérifier quelle est la ville la plus proche du cadavre. Donc, si le cadavre se trouve entre deux villes, il faut mesurer pour savoir quelle est la ville la plus proche, parce que c'est important pour la suite de la cérémonie. Qui est censé mesurer? Non pas des gens dont le métier c'est de mesurer, des modédim, des chamaïm, comme on dit aujourd'hui, mais il fallait faire venir les gens du Sanhedrin à Guédola, puisque Zekenecha Veshoftecha, ça veut dire tes juges, quand on ne précise pas lesquels, il s'agit évidemment des juges du Grand Sanhedrin, c'est-à-dire, je sais pas, la Cour suprême. Le Grand Sanhedrin siège à Jérusalem, comme vous le savez, dans l'Ishkat Gazit, donc à l'intérieur du mont du Temple, près du Beth Amikdash lui-même, ou faisant partie réellement des salles attenantes au Beth Amikdash, au Beth Amikdash, pardon, et là-bas, donc, il y avait les 71 sages les plus sages du pays, et une sorte de cour suprême qui avait toutes sortes de prérogatives. C'est pas pour l'instant le moment, mais en tout cas, on dérange ces gens-là. Combien on en sort? Pas tout le monde, hein, c'est pas les 71 qui vont se trimballer là où il y a pour aller mesurer, mais nous dit la Gemara, nous dit la Halacha, 5 membres éminents de la grande assemblée doivent venir. Comment c'est qu'il y en a 5? On sait qu'il y en a 5. Parce que Zekenecha, c'est un pluriel c'est 2, Shoftecha, c'est un pluriel, 2 plus 2, ça fait 4. Et chez nous, il n'y a jamais de juridiction à un nombre pair, plutôt qu'un nombre impair, pour qu'il y ait une majorité qui se dégage en cas de discussion. Et donc, tu rajoutes 1, ça nous fait 5. Donc, il y a 5 bonhommes minimum de la grande du Sanhedrin Agdola. Donc, je vous rappelle, le Sanhedrin Agdola, c'est les gens qui prennent des décisions importantes pour savoir si le roi a le droit de partir en guerre ou s'il n'a pas le droit de partir en guerre, vous voyez, ce genre de trucs. Et eux, ils doivent venir pour aller mesurer le terrain pour savoir laquelle des villes est la plus proche du Maccabée. Une fois qu'on a déterminé quelle est la ville la plus proche, Vaya, Ir, Akarova et les Halal, Velacruz, Zekne, Aïr. Alors, le flambeau de la cérémonie passe entre les mains des responsables de la ville la plus proche, des Zikne Haïr cette fois-ci. Donc, les autres là, de Jérusalem, bah, ils restent toujours jusqu'à la fin de l'histoire, mais ils n'ont plus de rôle à jouer. Ils ont mesuré et puis c'est fini. Je vous rappelle que d'après la Lacha, il faut mesurer même si la ville la plus proche, elle est visible à vue de nez. Le type se trouve à 3 km de la ville de Netivot et à 10 km de Sderot.
eh ben, il faut quand même mesurer. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit tu mesureras. Donc tu mesureras dans tous les cas. Voilà. Et alors, une fois qu'on a déterminé quelle est la ville la plus proche, Eglad Bakar, donc c'est là que vient la fameuse Égla, c'est là que vient la fameuse génisse. Donc ils doivent trouver une génisse qui n'a pas travaillé. Shalom Ashrabeol, n'a pas tiré de charrue. Ensuite, il faut trouver un fleuve pas très loin dans la région. Un fleuve qui également n'a pas servi à rien du tout. Et ensuite, on tue la génisse. Mais contrairement à ce qui se passe à chaque fois qu'on tue un animal dans la Torah, c'est-à-dire soit pour la manger, soit pour la sacrifier, cette mise à mort n'est pas faite de manière normale, habituelle, ce qu'on appelle la shrita, où on tue donc l'animal par le cou, mais par la nuque, cette fois-ci, Arifa, de là vient le nom Egla Arufa, c'est la Egla qu'on a tuée par la nuque. Okay. Bizarrement. Très bizarrement. Donc, on voit très bien pourquoi justement il faut la tuer par la nuque. Et donc, on la tue par la nuque, près du Nachal en question, Benikshu, Kohanim, Benelevi. Ensuite, il y a les Kohanim qui sont là également. On verra après quel est leur rôle, mais en tout cas, pour l'instant, ils sont présents, ils regardent tout ça, les Kohanim, les Lévi'im, très bien. Valpi, Amiyé, Kolri, Naga, parce que c'est eux qui normalement doivent intervenir en cas de litige. Les Kohanim, les Lévi'im avaient ce rôle particulier à l'intérieur d'Israël de l'époque. C'est que comme ils n'avaient pas de champ, ils n'étaient pas agriculteurs, ben, qu'est-ce qu'ils faisaient toute la journée? Ils étudiaient la Torah. Du coup, c'était les instituteurs, si vous voulez, comme les instituteurs du 19e siècle dans les régions européennes. Les instituteurs, et les instituteurs avaient toujours un rôle non seulement éducatif pour pouvoir enseigner ce qu'ils devaient enseigner, mais également ils jouaient le rôle de petits juges en cas de litige. C'était pas des juges officiels, c'est pas des shoftim, mais quand il y avait un problème, au lieu d'aller directement au tribunal, on allait voir l'astit, en l'occurrence le Cohen, et on lui demandait, voilà, j'ai un problème avec mon voisin, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Ok, donc eux, ils sont présents également, les Kohanim, nous disent. Et à ce moment-là, les juges de la ville en question, la ville la plus proche, doivent faire le fameux lavage de main, vous savez, ils doivent se laver les mains, al ha'egla harufa banachal, près de la bête dans le nachal. Donc, ils se trempent les mains dans le nachal, et puis dans le fleuve, et puis ils lèvent les mains, et ils disent devant tout le monde, yadenu lo shafro et adamazé, venenu lo raou. C'est pas nous les juges qui avons tué cet homme, et c'est pas nous qui l'avons vu quelque chose concernant le crime. Et neno lo raou, on ne sait pas ce qui s'est passé, on n'a rien vu. Kaper l'impression, ensuite les Kohanim doivent dire, pardonne à ton peuple Israël. Voilà donc la Egla Roufa. Donc encore une fois, il me semble qu'on en a déjà parlé. Mais ce que nous dit ici le texte de cette fameuse cérémonie, c'est une cérémonie qui, a priori, elle est là juste pour dire on va pas classer l'affaire sans faire une dernière tentative pour essayer de réveiller les gens. On va essayer de leur montrer qu'il se passe quelque chose ici d'important, aller savoir. Peut-être des témoins vont tout à coup surgir, peut-être que l'assassin lui-même va se rendre à la justice, voyant qu'on a fait toute une histoire. Et c'est la raison pour laquelle on amène des gens de du Sanhedrin Agdola, justement pour montrer que c'est important. Parce que c'est vrai, il y a toutes les chances du monde de ne pas se sentir concerné par ce crime. On ne connaît pas l'assassin, on ne connaît pas la victime. C'est pas à côté de chez moi que ça se passe. Quand c'est à côté de chez soi, on est toujours lié sentimentalement. Il s'est passé quelque chose, voilà, j'y étais il n'y a pas 2 minutes, je passe devant tous les jours, etc. Et ça te touche. Tandis que si ça se trouve quelque part sur un terrain vague, bon, bah, je vois pas pourquoi je serais intéressé. Rien au niveau affectif, si vous voulez, me lie à cette affaire-là. Je connais personne dans cette affaire. Alors peut-être que ça apparaît dans le journal à la page 26 tout en bas dans les faits divers, mais moi, franchement, ça ne me concerne pas. Alors c'est pour éviter justement la possibilité que ça ne concerne personne qu'on décide de faire un dernier grand coup au lieu de classer l'affaire directement. On va faire une grande cérémonie très importante où il y aura des gens qui représentent tout le pays, qui viendront, qui mesureront, etc. C'est pour ça qu'on mesure de toute façon, même quand on connaît déjà la ville la plus proche. Parce que c'est pas important quelle est la ville la plus proche finalement entre nous. L'assassin pourrait très bien venir de la ville d'en face, mais ça fait partie du côté un petit peu pompeux de la mise en scène de cette cérémonie. On fait venir les gens de Jérusalem, alors qu'on pourrait très bien faire le travail tout seul, et on les fait mesurer, et ensuite on dit, voilà, les juges sont là, ils disent, c'est pas nous qui l'avons tué, etc. C'est pas nous qui l'avons tué,
évidemment, Rachid sur place dira, mais enfin, personne n'a imaginé que parmi tous les gens de la ville, c'est justement eux, les juges, qui sont les premiers suspects. Évidemment que tout le monde sait que c'est pas les juges obligatoirement. Mais il y a des lochafrous, dit Rachid, sur les traces de Khazal, de nos sages. Et oui, parce que normalement, si quelqu'un, un étranger, vient dans ta ville, toi, le juge, toi, le système communautaire, si tu es bien organisé, tu aurais dû normalement lui poser la question d'où tu viens, est-ce que tu as où dormir, est-ce que quelqu'un t'a invité à manger, les services sociaux. Et si jamais ça ne s'est pas passé, si jamais personne ne t'a posé la question, peut-être que toi, par timidité, tu n'as pas voulu t'imposer, donc tu es reparti en chemin, encore plus affamé que ce que tu étais en arrivant, et là-bas, tu as peut-être rencontré quelqu'un qui avait de quoi manger avec lui, tu as demandé un morceau de pain, il t'a dit non parce qu'il ne voulait pas t'en donner, et là, tout d'un coup, la situation a envenimé, il y en a un s'en est venu rapidement aux mains, c'était pas prévu, hein, c'est pas des assassins ni l'un ni l'autre, professionnels, mais voilà, et donc l'un a tué l'autre, et c'est comme ça qu'on a retrouvé le Maccabée. Donc c'est possible que ce soit ça qui est arrivé. Si c'est ça qui est arrivé, nous les juges de la ville, on a une part de responsabilité, c'est que nos services sociaux n'ont pas fait le travail. Alors, on doit donc lever les mains et dire non, non, c'est pas nous. Ce scénario, certainement pas. Ça peut pas arriver chez nous. Cherche autre chose. Chez nous, quand il y a un type qui vient de l'étranger, il arrive chez nous, il y a toujours quelqu'un qui est là pour ça. Il est au Beta Knesset, il est là pour aller voir le bonhomme. Il lui dit, dis-moi d'où tu viens, comment tu t'appelles, est-ce que tout va bien, etc. Maïmonide dira que si jamais, en l'occurrence, en effet, les services sociaux n'ont pas été à la hauteur, alors on fait quand même la cérémonie, mais on saute ce passage. Donc les juges ne disent pas, c'est pas nous, euh, parce qu'ils ne peuvent pas le dire, parce que c'était nous, en effet, ceux qui sont les responsables indirects. Bon, pourquoi je vous rappelle tout ça? Parce que finalement, ça veut dire que le principe même de la Eglarofa, c'est il y a ici deux leçons à tirer de cette fameuse cérémonie. Première leçon, arrête d'être indifférent, même si tu as toutes les bonnes raisons de l'être, même si tu connais pas la personne, mais finalement, chaque fois que quelqu'un tue quelqu'un d'autre en Eretz Israël, tu devrais te sentir concerné, parce que c'est un frère à toi qui a été assassiné par un autre frère. D'ailleurs, je ne vais pas refaire le cours de la dernière fois, mais la dernière fois, je vous avais montré à quel point cette paracha de Glaroufa était liée au niveau des termes utilisés à une autre affaire de crime, la première de l'histoire, celle de Caïn qui tue Hével. Et il y a dans le texte, on ne va pas le revoir maintenant, mais dans le texte de la Glaroufa, il y a plein de mots, d'expressions qui renvoient au chapitre 4 de Bereshit, c'est-à-dire au premier crime de l'histoire, qui est également le premier fratricide de l'histoire, où Caïn tue Hével. On parle là-bas de Adama, de Sadé, de Nophel et de Lonodam Mikao. Donc, il y a vraiment des choses qui reviennent. Et pourquoi est-ce que les choses reviennent? Justement pour te dire, attention, quand quelqu'un tue quelqu'un d'autre, c'est comme si Caïn tuait Hével. Parce que finalement, on est tous les fils d'un même père. Et quand quelque chose d'aussi grave se passe en Eretz Israël, oui, parce que la Glarofa, ça se passe que en Eretz Israël, ça se passe pas à l'extérieur. Quand il y a un crime qui se passe en Israël, il est hors de question que tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, quoi. Il est hors de question que personne ne se sente concerné. Alors, évidemment, si c'est un type qui a été tué près de chez toi, il y a toujours des gens qui seront concernés, les gens qui sont passés à côté, comme on l'a vu tout à l'heure. Si c'est quelqu'un de ta famille, il y a la famille qui est concernée. Mais si c'est un inconnu qui a été tué par un inconnu dans un territoire qui n'est pas connu non plus, alors il y a toutes les chances du monde que personne ne s'en préoccupe. Et c'est ça qu'on veut éviter. Donc, si vous voulez, le premier motif de la cérémonie de la Eglarofa, c'est les arzéas, c'est remuer les gens, c'est que les gens se sentent concernés par quelque chose qui, a priori, ne devrait pas les concerner tout de suite. Et la deuxième chose, c'est que, évidemment, vous vous êtes rendu compte en lisant le texte de la Eglarofa, on ne sait pas qui est le criminel. Ok, d'accord, mais ce n'est pas une raison pour clore le dossier, parce que, à part le criminel, il y a toutes sortes de gens qui sont également des responsables indirects, qui auraient pu dire quelque chose qu'ils n'ont pas dit, ou alors qui ont dit quelque chose qu'ils n'auraient pas dû dire, etc. Et donc, ou qui ont fait quelque chose qu'ils n'auraient pas dû faire. Et que si jamais il l'avait fait ou il ne l'avait pas fait, peut-être que ça aurait évité le crime. Et donc, il y a ce qu'on appelle non pas des coupables, parce que des coupables, il n'y en a qu'un, c'est celui qui a tué, c'est le criminel, mais il y a des responsabilités indirectes. Et c'est justement l'occasion de te poser la question, qui est responsable? C'est puisqu'on n'a pas le coupable, eh ben, profites-en pour essayer de voir qui est responsable. Alors, ça, c'est les deux premiers thèmes, si vous voulez, les deux premiers motifs de la Glarofa. Un, te rendre concerné, les arzéas, que tu te sentes remué
parce qu'il y a un crime qui a été commis, et puis deux, faire une sorte de ce qu'on appelle cheshbon nefesh, c'est-à-dire essayer de voir en quoi est-ce que toi-même, tu n'as pas une part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Il ne s'agit pas de t'accuser comme les juges en question, c'est pas eux qui l'ont tué, mais peut-être que le fait qu'ils n'ont pas été à la hauteur au niveau social, peut-être que c'est ça qui a provoqué finalement que le crime a eu lieu. Et donc, ils ont une part de responsabilité. Donc, cette recherche de responsabilité indirecte fait partie intégrante des motifs de la cérémonie de la Egla Ofa. Alors, si c'est vrai, dans un instant, je voudrais un troisième motif qui me semble être également lié à l'affaire de Yosef, et peut-être davantage encore que les deux premiers. Mais déjà, avec les deux premiers, on comprend qu'est-ce que Yosef veut faire dire à son père. Est-ce que vous comprenez cette affaire, Yosef? S'il y a un truc qui est quand même bizarre et qui demande explication, c'est que euh, on ne recherche pas du tout les coupables, ni même les responsables. Il y a une sorte d'omerta, on n'en parle pas du tout. Et c'est fait de manière volontaire et consciente par Yosef lui-même, qui n'a pas du tout envie de rouvrir les plaies et de pointer les coupables. Alors, en général, et c'est ça qui m'a un petit peu énervé ces derniers temps quand je relisais les commentateurs, surtout les commentateurs modernes d'ailleurs de l'affaire de Yosef, le thème qui revient très très souvent, c'est Yosef en tant que l'inventeur du pardon. Il y a une très jolie thèse du Rav Zaks, euh, je crois qu'il a été traduit en français d'ailleurs, où il nous démontre que Yosef, c'est l'inventeur de ce qu'on appelle la Selicha, l'inventeur du vrai pardon. C'est-à-dire, bon, ben, il sait très bien qui a fait quoi, mais il décide de manière très consciente de ne pas réellement en tenir compte pour l'avenir. Bon, ok, très bien, vous m'avez vendu. D'ailleurs, il le dit à un moment, tout de suite, quand il voit que les frères sont tellement hypnotisés, incapables de prononcer un mot, lorsqu'il leur dit je suis Yosef, la première chose qu'il leur dit, comme un vrai psy, il met les pieds dans le plat et il dit ce qui plane en fait, le non-dit qui plane dans la salle là-bas. Il dit c'est vous qui m'avez vendu, ok? Alors on va le dire, on va crever l'abcès, on va le dire directement parce que sinon on n'arrivera pas à s'en sortir. Atem achar oti, c'est vous qui m'avez vendu. Mais à peine il a dit ça, donc à peine il a mis les choses sur le tapis, que tout de suite il fait ce que le Rav Zaks va appeler les masguer et tassipo, donner un autre encadrement, si vous voulez, à l'histoire, en disant oui, mais de toute façon, c'est pas vous. C'est Haelokim, c'est Dieu c'est la Hashgacha, c'est pas pour rien. Regardez ce qui se passe maintenant. Vous venez parce que vous êtes la famille là-bas. Si vous m'aviez pas vendu, qui aurait pu maintenant vous donner de quoi manger? Donc tout ça, mettez-vous de côté vous et donnez une autre explication. Relisez, si vous voulez, toute cette affaire-là avec les yeux d'un juif croyant. Et c'est pas vous qui avez fait l'histoire, c'est Dieu lui-même qui a fait en sorte que les choses soient faites afin que, et voilà, et finalement, tout est bien qui finit bien. Yosef serait donc l'inventeur de la slicha, du pardon, du véritable pardon, du manque total de volonté de se venger d'une manière ou d'une autre. Et puis c'est même mis en épingle par ces commentateurs modernes, pas seulement par le Rav Zaks, pour nous dire c'est comme ça qu'on doit se comporter réellement si on veut avancer. Si chaque fois qu'on te fait une crasse, si chaque fois qu'on te fait un truc difficile à vivre, ok, tu rumines et tu rumines et tu rumines, euh, peut-être qu'à un moment tu finiras même par obtenir justice à force de poursuivre celui qui t'a fait tant de mal, et tu arriveras donc peut-être à organiser les procès de Nuremberg ou je sais pas quoi. Mais finalement, ça va te happer, ce passé va t'attirer, va happer toute ton énergie, etc. Et finalement, tu vivras à la fin de tes jours comme en pleine déprime. Et qu'est-ce que ça va te donner finalement? La véritable force, la véritable résilience, c'est de dire, OK, il m'est arrivé ce qui m'est arrivé, mais de toute façon, je ne peux pas revenir en arrière, c'est fait, c'est fait. Et maintenant, essayons de mettre toute cette énergie au service de quelque chose de positif. On est sorti de la Shoah, on va construire un pays, par exemple. Et on ne va pas ruminer sans arrêt les envies de vengeance ou de justice, légitimes, mais qui n'amènent strictement rien. Et c'est vrai qu'en lisant l'histoire de Yosef, tu as l'impression que c'est ça l'idée principale. Ça va, laisse tomber. Et moi, j'ai l'impression que ce Rashi, en apportant ce midrash de la Eglaroufa, il veut un petit peu équilibrer l'histoire. En disant, bon, ok, on n'est pas obligé obligatoirement de rechercher le coupable et de le pointer du doigt
Parce que c'est vrai que c'est pas obligatoirement ça qui va faire avancer les choses. Oui, mais quand même, oui, mais quand même, si tu veux pas que les choses se reproduisent, il serait quand même de bonne guerre, le mot, c'est peut-être pas le mot qu'il faut employer, mais il serait peut-être de bon aloi, comme dirait Maître Capello, bon, pour ceux qui connaissent, ce serait peut-être de bon aloi de faire ce qu'on appelle en Israël une Vadat Hakira. La Vadat Hakira, la commission d'enquête. Il s'est passé quelque chose de grave. Il y a un type qui a été vendu quand même. Il a fallu être tué, il a disparu de la circulation. Il y a un bonhomme qui a disparu. Et personne ne se préoccupe de savoir où il est. Les auteurs du crime mis une scène sanglante pour cacher leur crime, ok? Et alors, alors rien. Comment rien? Alors le père, Yaakov, il va pas vérifier à quel endroit il a été mort, il a été avalé, cet enfant. Enfin, il y a quand même quelqu'un qui a disparu ici. On a l'impression qu'aucune enquête est faite. Mais si tu réagis pas d'une certaine manière lorsqu'un truc comme ça arrive, ça peut arriver demain également. Il y a l'importance de la Valada Akira, l'importance de la commission d'enquête. C'est pas obligatoirement pour pointer du doigt les coupables, mais c'est pour faire en sorte que le système s'améliore de telle sorte que ça ne se reproduise plus. Et à force de vouloir dire je ferme la page parce que sinon je ne pourrais pas avancer dans ma vie, tu risques au contraire d'appeler l'histoire tragique à se reproduire. Et donc peut-être qu'il y a une sorte de critique. Je m'avance un petit peu, hein, je ne suis pas sûr de ce que je dis à 100%, mais peut-être qu'il y a une sorte de critique de Yosef vis-à-vis de Yaakov pour lui dire, écoute, on ne va pas rouvrir la plaie jusqu'au bout, ok? Il ne s'agit pas maintenant de dire c'est Yehuda ou c'est Shimon ou c'est Lévi qui sont responsables de tout ça, qui ont fait le crime qu'ils ont commis, ça nous avance à rien. C'est-à-dire, mais enfin, réfléchissons quand même comment est-ce qu'on a pu en arriver là. Euh, Essayons de voir quelles sont les responsabilités indirectes. Donc là, je reprends les thèmes de la Egla Rufa. La Egla Rufa, c'est justement histoire de dire à Yaakov, Tis Darzea, je sais pas, prends en considération qu'il s'est quand même passé quelque chose de grave, quoi. Qui t'a mis, toi, dans l'état où ça t'a mis pendant des années. En fait, t'as quand même porté le deuil pour rien pendant des années. Et quoi? Et maintenant que ça se termine bien, alors c'est tout, on va pas rechercher. Il y a peut-être même une forme de critique quand on parle des responsabilités indirectes. La responsabilité indirecte de la vente de Youssef, c'est pas seulement évidemment ceux qui l'ont vendu qui en assument l'entière responsabilité, mais c'est les autres aussi. Ben, les autres, c'est Yosef par exemple. Et que je suis sûr que quand Yosef il dit Egla Roufa à son père, euh, en fait, il se met lui-même aussi dans l'histoire. Il dit, mais moi aussi, je dois faire mon prison en effet. D'ailleurs, je l'ai fait, ma remise en question. Parce que c'est facile de dire c'est eux qui m'ont vendu, mais enfin, cette jalousie et cette haine, est-ce que j'y ai pas aussi une petite part ou une grande part? On peut faire des rêves de grandeur, ça peut arriver. On en fait tous, pratiquement. Enfin, vous peut-être, enfin moi aussi, enfin j'en sais rien. En tout cas, on peut rêver de grandeur, mais c'est pas une raison pour aller le raconter à tout le monde. Vous comprenez? C'est écrit. Ils l'ont haï à cause de ses rêves, mais à cause aussi de ce qu'il en a fait, de ce qu'il a raconté ensuite. Donc, si tu cherches les responsabilités indirectes, à côté des criminels eux-mêmes, eh ben, Youssef fait partie des responsabilités, des responsables indirects. Et je suis persuadé qu'il a fait son kheshbon nefesh et que il a changé cette manière de voir. Ben, il y avait Youssef et Batam Ra'a, quand il était jeune, il rapportait, quoi, c'est un petit rapporteur, il rapportait ce qui se passe dans la famille, etc. Ça se passe, c'est pas comme ça qu'on règle le problème. Mais il y a peut-être également une critique vis-à-vis de Yaakov lui-même. Si déjà on ouvre le truc, si déjà on essaie de voir qui est responsable, toi aussi tu es responsable, papa. Ben oui, qu'est-ce que tu m'as donné une tunique multicolore? Je ne savais pas que ça pouvait provoquer des tensions, enfin, normal, c'est normal. Et tu voulais me faire plaisir en souvenir de Rachel ou en souvenir ou parce que tu m'aimes bien, tu avais qu'à me donner une petite bague que je peux cacher sous l'oreiller. Tiens, tu n'as pas besoin de me donner une tunique multicolore qui te crève les yeux, quoi, premièrement. Ben, deuxièmement, je peux savoir pourquoi tu m'as envoyé à Shrem. Ben, tu savais très bien quelle était la situation à l'intérieur de la famille, tu sais très bien que il m'aime pas énormément, ok. Et tu m'envoies seul dans un endroit où personne ne nous connaît, à Shrem. La seule fois où on était à Shrem tous, c'est au moment où ils ont violé Dina et que ensuite ils sont allés
ils sont allés se venger. Donc, c'est pas un endroit très pacifique, Shrem, ça n'a jamais été jusqu'à aujourd'hui, c'est pas vraiment un endroit très pacifié, comme vous le savez. Et donc, Yosef peut légitimement se poser la question, enfin, papa, enfin, réfléchis, quoi, tu m'envoies, tu me jettes dans la gueule du loup, en fait. Donc, cette histoire de Egla Rufa, c'est un petit peu pour équilibrer, si vous voulez, pour temporiser un petit peu cette idée qu'on a tous en terminant la lecture de Vaïkash, en se disant, voilà, il est quand même formidable ce Yosef, la capacité qu'il a. Et c'est vrai, je ne mets pas en doute tout ça, la capacité qu'il a à donner une autre Miss Guérette, comme dit le Rav Zaks, et à expliquer l'histoire de manière complètement différente. C'est Dieu qui a fait ci, c'est Dieu qui a fait ça, et donc vous n'y êtes pour rien finalement. Eh bien, il y a quelque chose de pas sain dans cette manière de voir les choses. À côté des avantages énormes que ça procure, que grâce à ça, tu peux regarder vers l'avenir, t'arrêtes de tourner vers le passé et tu essaies de voir qu'est-ce qu'on fait maintenant de la situation telle qu'elle a été créée, comment est-ce qu'on en tire les meilleures choses possibles. Ok, mais à part ça, à part ce côté positif de cette attitude, il y a aussi un côté négatif qui est tu laisses l'abcès finalement sans le crever. Et par souci de pas te venger, de pas ressasser des choses désagréables, et ça risque de revenir une fois plus tard, si jamais tu fais pas toi-même le cheshbon nefesh, si jamais tu essaies pas de te remettre en question et de voir où est-ce que tu as fait quelque chose que tu n'aurais pas dû faire, et comment ça se fait que tu laisses les choses depuis tellement longtemps et tu n'as pas réellement fait ce que tu aurais dû faire, c'est-à-dire rechercher est-ce qu'ils disent vrai, est-ce qu'ils disent pas vrai, les frères, etc. Et peut-être me retrouver en Égypte, etc. Bref, Egla Rufa, c'est pas juste euh, quelque chose de neutre. On était en train d'étudier ce passage de la Torah comme on aurait pu étudier un autre passage, mais c'est une manière pour Yosef de dire à Yaakov, ok, très bien, on ne cherche pas les coupables, mais quand même, il serait temps de chercher des responsabilités et de faire en sorte de donner une véritable relecture de l'histoire pour éviter que ça se reproduise. Et ce qu'on appelle ici les commissions d'enquête, bon, évidemment, il y a toujours des commissions d'enquête qui sont manipulées par, euh, par des partis politiques qui cherchent à faire une commission d'enquête, non pas pour savoir quelle est la vérité, mais pour accuser celui du parti d'en face. Ok, donc on est conscient de cette manipulation possible, mais il n'empêche que il y a quelque chose euh, de très vrai dans cette volonté de mettre la lumière sur ce qui s'est passé pour que ça ne se reproduise plus. Malgré les risques de récupération ensuite politique et tout autre, mais malgré tout, il faudrait qu'un groupe, quelque chose de neutre, qui soit accepté par tout le monde, puisse voir qui était responsable de tout ce qui s'est passé. C'est quand même une catastrophe qui s'est produite. Il faut voir un petit peu quelles sont les responsabilités des uns et des autres. Et pour que la prochaine fois que les choses se reproduisent, on puisse dire, hé, 2 minutes, t'as vu où est-ce que ça nous a mené la dernière fois? C'est très important. Sans ça, il n'y a pas de ripouille, comme on dit ici. Il n'y a pas de guérison possible. C'est bien. Je ne sais plus si je suis en train de vous parler de Yosef ou si je suis en train de vous parler de ce qui se passe en ce moment, mais c'est pareil. C'est pareil, c'est la même idée. Et puis, il y a une dernière chose que je vais vous dire pour vous avec la Rofa. Et je crois même qu'elle est plus importante encore que les deux précédentes. Donc, à part le zirzoua, c'est se sentir concerné, et à part la volonté de rechercher des responsabilités indirectes, euh, par-delà les coupables toujours existants, et à part ça, il y a également cette idée que la Egla, c'est marrant parce que c'est quoi son adjectif qualificatif à la Egla, cette fameuse génisse? Comment est-ce qu'on l'appelle partout? Arufa. Elle a été tuée par la nuque, Oref. Mais c'est vrai, c'est une des particularités de cette cérémonie, on en a parlé, qu'au lieu de tuer la bête par la shrita, comme on fait d'habitude, par le cou, on la tue par la nuque. Et la question se pose pourquoi on la tue par la nuque. Et c'est pas un détail puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, la Egla Rufa, la Egla qui a été tuée par la nuque. Donc apparemment, il y a quelque chose ici de profond, de significatif dans cette manière de tuer la bête. Et alors là, je m'avance peut-être un peu, mais moi j'ai l'impression que la raison pour laquelle on la tue par la nuque, c'est précisément pour te montrer qu'on peut tuer quelqu'un en évitant de le regarder droit dans les yeux. C'est-à-dire, ne crois pas que le criminel, c'est celui qui te regarde droit dans les yeux et qui te tue par haine, par jalousie, en sachant très bien que tu sais que c'est lui qui te tue. Et on peut tuer également par derrière.
Ça veut dire quoi par derrière? Ça veut dire par incapacité de te regarder en face. Et la vérité, c'est même la raison, une des raisons essentielles de la violence. C'est l'incapacité que nous avons de régler nos problèmes face à face. Euh, Quand vous arrivez à une situation de jalousie ou de haine qui est telle que vous n'arrivez plus à parler avec l'autre, alors là, il y a un danger que ce silence se transforme en violence. Euh, j'ai fait allusion tout à l'heure à Caïn et Ève. Le fameux verset de Caïn est significatif là-dessus, puisque vous vous rappelez ce fameux verset problématique, le seul de toute la Torah qui ressemble à ça, où il est écrit Vayomer Caïn el Hevel Achi, et Caïn a dit à son frère Hevel, et là évidemment tu t'attends à ce qu'il y ait deux points, ouvrez les guillemets, mais au lieu de ça, il y a trois points de suspension, et la suite du verset c'est quand ils étaient Yotam Basadeh, et lorsqu'ils étaient dans les champs, Vayakom Caïn el Hevel Achi, Vayargeu, Caïn s'est jeté sur son frère Hevel et l'a tué. Évidemment, tout le monde pose la question, mais qu'est-ce qu'il lui a dit? Mais qu'est-ce qu'il lui a dit? Comme vous savez, il y a plein de midrashim là-dessus, il y a plein d'explications, etc. Qu'est-ce que Caïn a dit à Èvel? Mais si tu veux la lecture simple du verset, c'est qu'il lui a rien dit. Bah, Yomer Caïn el Èvel achiv, et Caïn dit à Èvel, son frère, mais rien ne sort. Et alors il le tue. Comme pour nous dire, c'est pas qu'il avait rien à lui dire, il avait plein de choses à lui dire. Pourquoi ton corban a été accepté, pas le mien, etc., etc. Il y a plein de choses que j'aurais bien voulu te dire, mais je te déteste tellement que je peux plus te parler. Et ce silence se transforme en violence. Et en hébreu, comme vous le savez, un muet, ça se dit ilem, et un violent, ça se dit alim. Et c'est la même racine. La racine aleph lamed mem signifie à la fois le manque de parole et en même temps l'accès à la violence. Comme pour nous dire, la ilmout amène à la limut. Et la vérité, c'est que ce que tu vois chez Caïn, tu le vois également chez Yosef. Velo yachlou d'abord les shalom, c'est écrit au début de l'histoire. Il n'arrivait plus à se dire bonjour. Il n'arrivait plus à se dire bonjour. Il y a plusieurs explications sur ce verset. Soit, euh, comme le dit le Rav Hirsch, comme c'est écrit, ils n'arrivent même plus. Des fois, ça arrive, t'as tellement de haine vis-à-vis de quelqu'un que quand tu le croises le matin, tu n'arrives même pas à lui dire bonjour, quoi. Tu détournes ton regard et voilà. Ou alors, tu peux dire également, Lolo Yachlou d'abord les shalom, il n'arrivait pas à parler sans que ça s'envenime systématiquement. Dès qu'il commençait à discuter, ça se terminait en catastrophe. Lo Yachlou, il n'arrivait pas, d'Ambero, lui parler, Béchalom, en paix, de manière pacifique. Dans tous les cas, c'est le manque de communication manque de communication qu'on peut expliquer, on sait pourquoi il existait, mais il n'empêche que c'est ça qui a mené à quoi? Ben, c'est ça qui a mené au presque meurtre et à la vente, parce qu'ils n'arrivaient pas à lui parler. Et d'ailleurs, à la fin précis, donc dans la paracha de Baïgage qu'on a lu hier, là-bas il y a écrit Vachar Echen, une fois que le dénouement a eu lieu, une fois que Yosef s'est révélé, il y a écrit ce verset très, très mystérieux Vachar Echen, Dibru Echav Ito. Et ensuite, les frères lui ont parlé. Et là aussi, comme pour Caïn, il n'y a pas écrit qu'est-ce qu'ils lui ont dit. Et si on laisse tomber toutes les autres explications, l'explication la plus simple, c'est également celle qu'on avait tout à l'heure pour Caïn. C'est pas important ce qu'ils lui ont dit. L'essentiel, c'est qu'ils se sont finalement parlé. Comme pour te dire, on peut très bien commencer une histoire de manière très tendue, où on n'arrivait plus à se parler, et finalement, à la fin, évidemment, il y a eu des années qui ont passé, il y a eu des souffrances de part et d'autre, etc. Mais finalement, après une sorte de pleurs et de problèmes voilà, finalement, ils sont arrivés quand même à retrouver la possibilité de communiquer. Et je crois que c'est ça, la troisième idée de la Eglaroufa, c'est le fait qu'on peut tuer quelqu'un quand on le regarde pas, quand on lui parle pas, et on le regarde que par derrière, on fuit son regard, on fuit son visage, on fuit sa parole, on fuit son écoute, et cette indifférence qu'on manifeste de manière ostentative, finalement, je disais de lui, ça peut avoir des conséquences dramatiques, on peut le tuer. Tuer la bête par la nuque, c'est ça, ça symbolise ça aussi. Et je crois que c'est aussi une idée que Yosef a voulu faire passer à son père en disant fais attention, apprends-leur, apprends-leur l'importance de regarder les gens en face et de leur parler quand il y a un problème. Moins tu parles et plus tu risques que ça dégénère en violence et un meurtre, etc. Donc finalement, je résume,
l'affaire de ce midrash de la Egla Aroufa que Yosef aurait évoqué à son père euh, se, pour pouvoir lui faire prendre conscience que c'est vraiment lui, pour donner confiance qu'il s'agit vraiment de Yosef, c'est pas anodin, c'est pas juste pour lui rappeler une paracha qu'ils avaient étudiée ensemble, ça aurait pu être n'importe laquelle, il se trouve que par hasard c'était celle-ci, mais dans la paracha de la Egla Aroufa, il y a les trois sujets qui était très important pour Yosef de faire dire à son père à ce moment-là. Un, l'affaire est une affaire grave, même si on ne veut pas connaître les coupables réels parce que ça ne nous amènerait à rien, mais reconnaissant quand même que c'est une affaire grave, reconnaissant également qu'il y a des responsabilités indirectes à rechercher afin de ne pas refaire les mêmes erreurs. Et puis, troisième chose, et peut-être la plus grande leçon finalement des trois, l'importance du dialogue, l'importance de la parole pour éviter la violence. Si on avait su se parler, mes frères et moi, certainement qu'on ne serait pas arrivé là. C'est la troisième idée de la Egla Aroufa qui a été tuée par la nuque. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce petit midrash que Rachid nous rapporte, pas seulement pour régler un problème dans le Passouk, c'est pourquoi le Passouk dit que c'est Yosef qui a amené des charrues alors qu'en fait c'était Pharaon, mais c'est en plus du côté Mépharès, du côté exégète, ce midrash a également véhicule également un certain nombre d'idées éducatives, morales, qu'il était important, je pense, de mettre sur le tapis et peut-être plus aujourd'hui encore que les années précédentes pour les raisons que vous savez. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Qu'est-ce qu'il me dit? Qui c'est ce monsieur? Ah, c'est Yael Tayeb, très bien. Il n'empêche qu'après l'arrivée de Jacob en Égypte, Joseph n'a plus revu son père jusqu'à la mort de Jacob. Ouais. Certains disent que c'était pour ne pas avoir à lui raconter ce qui s'est passé entre lui et ses frères. Oui, d'accord, c'est vrai. Non, j'ai dit dès le départ que l'impression qu'on a en général quand on lit cette histoire et puis elle est vraie, c'est que Yosef fait tout pour ne pas envenimer les choses. C'est vrai. Mais j'ai comme l'impression que ce petit midrash de rien du tout sur la Egla Ophar vient un petit peu équilibrer les choses. Ok, on n'est pas censé refaire l'histoire pour savoir exactement qui a fait quoi et pourquoi. Ça, en effet, ça ne nous amènerait pas très loin, mais ça ne veut pas dire que la meilleure chose à faire maintenant, c'est de ne plus en parler du tout, de fermer la page et de passer à autre chose. Il ne faut pas passer à autre chose. Quand il y a des choses comme ça graves qui arrivent, la lumière qu'on fait sur l'événement permet de cicatriser davantage les plaies. C'est en tout cas mon avis. Voilà, voilà, voilà ce que j'avais à vous dire. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.